Du coup, on va retourner au CHU de Sainte-Justine et on va écouter Madame Lamarche sur le tsunami Covid-19, un formulaire électronique à la rescousse d'une centrale d'appel d'infirmières. Alors, bonjour à tous. Alors, mon nom c'est Josée Lamarche, je suis chef de service aux fonctions particulières au Centre de coordination des activités réseau. Alors, mon équipe, on va présenter, en fait, le but, c'est de vous présenter un peu ce qu'on a vécu avec le tsunami de la COVID-19 cette année. Donc, évidemment, ben, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, c'était comme un tsunami. C'est vraiment arrivé tout d'un coup. Et honnêtement, on ne pensait pas qu'à ce jour, on vivrait encore les relents de la COVID. Mais pour nous, c'était vraiment un tsunami. Ça a pris une importance. Puis je vais vous partager un peu qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était si grand, puis qu'est-ce qui a pris une ampleur aussi énorme en mars 2020. Alors, et le but de la présentation, c'est de vous montrer comment on a pu rapidement apprendre à surfer. J'aime bien les images, mais comment on a pu reprendre le contrôle là, pour être capable d'imbriquer les activités de la COVID dans nos activités régulières. Donc, puis on va vous parler un peu de la stratégie, parce qu'évidemment, quand on est en gestion, les concepts de gestion du changement, d'accompagner les équipes, de prendre le temps de prévoir un changement, ça a comme pris une ampleur à une vitesse folle pour être capable là, de sortir la tête de l'eau et éventuellement d'apprendre à surfer. Alors, le but, c'est de vous présenter l'équipe avec qui je travaille, le contexte, l'urgence d'agir rapidement, les besoins que mon équipe vivait et les besoins surtout du réseau et aussi nos employés, les solutions qu'on a trouvées, quelques enjeux, puis partager quelques leçons apprises là, pour se préparer à avoir toujours un plan d'urgence pour une pandémie, même si on ne le souhaite pas. Alors, mes collègues ont présenté, mais en mars 2020, évidemment, il y a l'urgence sanitaire qui est déclarée au Québec, mais aussi on avait l'OMS qui déclarait qu'on était dans une situation de pandémie. Évidemment, nous, on ne le vivait pas encore sur notre terrain. On avait des échos de d'autres pays qui vivaient la pandémie. Donc, on entendait ce qui se passait. Et évidemment, comme plusieurs hôpitaux, la majorité, on a des plans pour chacune des situations. Mais en même temps, dans notre historique, on s'est souvent préparé en vue du SRAS, en vue de la grippe H1N1, en vue de l'Ebola. Mais à chaque fois, heureusement, ben, on se préparait, on était tous mobilisés, puis on voyait que finalement, ben, ça suivait son cours, puis on arrivait à reprendre le contrôle très, très rapidement. Donc, c'est sûr que quand la pandémie de la COVID est arrivée, ben, je pense que plusieurs, on avait derrière la tête qu'on le vivrait, on serait prêt, mais que ça pourrait être comme les autres crises qu'on appréhendait. Là. En fait, on pensait que ça se réglait plus doucement, mettons. Alors, mais c'est pas ça qui s'est passé du tout. Et en plus, au Québec, c'était la semaine de relâche scolaire. Donc, au moment où on met l'état d'alerte qu'on est en pandémie, il y a plusieurs familles québécoises qui ont pris l'avion, qui ont voyagé à travers le monde. Et évidemment, c'est une façon évidente d'avoir des facteurs de risque de contracter la COVID. Donc, évidemment, il y a plusieurs familles, des médecins qui travaillent ici, des employés qui ont voyagé durant la semaine de relâche. Évidemment, c'est le temps des IVRS aussi, c'est des virus respiratoires. Donc, ben, il y a plusieurs personnes qui reviennent de voyage avec des symptômes qui peuvent s'apparenter à la COVID. Donc, ça peut être l'IVRS, mais là, plusieurs personnes se posent des questions. Mon enfant fait de la fièvre, il y a de la toux. Puis en même temps, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on a très peu de connaissances encore. On sait la toux, la fièvre, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres symptômes? On n'en parle pas de temps. Ça change constamment. Évidemment, les gens qui reviennent de voyage, leurs enfants ou eux présentent des symptômes, sont très inquiets. Ils essaient d'avoir des réponses. En même temps, on voit ce qui se passe dans le monde, donc on a très peur que ça arrive ici. Et ben, au CHU aussi, une des préoccupations avant la semaine de relâche, c'était de dire, ben là, on a beaucoup de gens qui vont voyager. Est-ce qu'ils vont revenir avec le virus? Est-ce qu'ils pourraient l'amener dans notre milieu de travail? Qui va soigner les patients si les équipes sont touchées, si les patients sont touchés et tout? Bien qu'on entendait que la pédiatrie n'était pas
n'était pas touché comme le monde adulte ou les personnes âgées, on voulait quand même être prêt parce qu'on ne savait pas l'ampleur que ça pouvait prendre. Évidemment, l'accès au dépistage à ce moment-là est encore limité. Donc, ce n'est pas tous les centres qui avaient accès au dépistage et on vivait une crise au niveau des fournitures de soins, au niveau du personnel, puis surtout au niveau de l'accès pédiatrique. Donc, on était au départ, comme mes collègues l'ont présenté, on était les premiers à offrir un dépistage pédiatrique et rapidement, là, les milieux se sont adaptés, ont permis cette offre de service-là. Mais au départ, il y a des familles qui pouvaient venir de très loin pour avoir un test de dépistage. L'équipe du CECAR, en fait, on relève de la direction des services professionnels. On est un centre de coordination des activités réseau. Donc, la COVID-19 ne faisait pas partie de nos activités. Il y a une activité qu'on a régulièrement qui est la mise en place de lignes d'urgence quand il y a des situations, des éclosions de rougeole, quand il y a des événements qui se passent et qu'on a besoin d'offrir une expertise pédiatrique, répondre aux familles et offrir des soins. Donc, c'est une ligne qu'on met à peu près 1 à 2 fois par année en place et c'est de courte durée. Dans le cas de la COVID, évidemment, dès qu'on a, avant la semaine de relâche, on avait déjà mis une ligne en place pour le personnel afin qu'on soit en mesure d'évaluer les facteurs de risque et très vite, le réseau a commencé à utiliser cette ligne-là. Donc, c'est devenu une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on pouvait répondre là, à tous les appels. Évidemment, on a un mandat de coordonner les demandes de transfert provenant du réseau, la gestion des activités, les flux entre les centres qui offrent des soins de première, deuxième ligne. On offre du soutien aux partenaires du réseau quand ils ont besoin d'une expertise pédiatrique. Mais là, on devait vraiment développer notre mandat d'ouvrir la ligne COVID. Évidemment, c'est des infirmières qui sont à cette ligne-là. Donc, c'est des infirmières qui peuvent faire de l'évaluation. Quand on a eu l'urgence d'agir, ce qu'on a mis en place, c'est une ligne 24 heures sur 24. On a augmenté les effectifs infirmiers au CECAR, ce qui nous a permis d'avoir accès rapidement à la main-d'œuvre infirmière parce qu'on vit quand même une pénurie. C'était vraiment que les secteurs ambulatoires ont fermé leurs activités et on a eu, entre autres, des infirmières de la promotion de la santé. On a eu des infirmières aussi des secteurs ambulatoires qui sont venues prêter main forte et des infirmières aussi de la recherche qui sont venues aider mon équipe pour être en mesure de prendre tous les appels. Évidemment, les appels qui rentraient, c'était vraiment des familles qui étaient et des CLSC aussi. On a une ligne de 8 à 1 qui est une ligne de première ligne. Ils nous référaient tous les cas pédiatriques. Donc, ce qu'on faisait, c'est vraiment de prendre les appels. On posait des questions pour évaluer le patient. Dès qu'il était éligible, elle colligeait une fiche pour toute l'information, puis elle le transmettait au centre de rendez-vous pour être en mesure de donner un rendez-vous très rapidement au niveau du dépistage. Donc, c'était quand même assez long par appel et on n'avait pas le temps on décrochait tout de suite, on avait un appel, puis on perdait des appels en cours de route aussi, parce que le délai était assez important. Évidemment, on avait des critères précis au niveau du dépistage. Évidemment, ce qui était un enjeu, c'était que les critères changeaient presque aux heures. Donc ça, c'était un enjeu. Notre personnel, il fallait constamment leur dire les nouveaux facteurs, les critères de dépistage. Et évidemment, le mandat de l'infirmière, c'était de vraiment tenir la famille isolée jusqu'au dépistage, jusqu'à temps qu'il y ait le test, puis jusqu'à temps que les gens présentent des symptômes, et de faire beaucoup de prévention puis de caring auprès des familles. Évidemment, la problématique qu'on a, c'est que ici, de la façon que c'est fait au Québec, souvent les gens appellent pas directement à Sainte-Justine pour avoir de l'information pour des problèmes courants. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler le 811, qui est une ligne de première ligne où il y a une infirmière qui évalue. Et selon son évaluation, elle va diriger la personne au bon service, au bon niveau de soins requis pour les familles. Et là, tous les gens essayaient d'appeler, ils ont même mis une ligne pour la COVID spécialement pour ne pas altérer les activités aussi régulières du 811 parce que ça touche tous les problèmes de santé. Les gens attendaient plus de 2 heures pour essayer de parler à une infirmière. Nous, les infirmières, dès qu'il y avait quelqu'un potentiellement avec des facteurs de risque de la COVID ou des symptômes, nous les envoyait directement au CECAR. Évidemment, on perdait des appels. Les infirmières, ils perdaient du temps à prendre beaucoup de l'information.
Donc, dès qu'un patient était éligible, on devait vraiment compléter la feuille, puis il y avait tout un processus, une cascade de télécopie, d'envoyer ça à une personne. Donc, c'était un processus qui était très, très long. Et on avait beaucoup de demandes qui étaient éligibles parce que les infirmières allaient très rapidement. Là, quand on en avait dépisté plusieurs, elle allait faxer sa pile, elle revenait au téléphone. Fait que c'était vraiment toute une gymnastique là, pour faire ça. Fait que dans le fond, après avoir vécu là, une semaine et demie intense, là, très intense, là, il fallait vraiment, vraiment trouver une solution pour être capable d'augmenter, être capable d'utiliser les plages de dépistage qui étaient libres, puis d'être capable de rapidement dire qui présente des facteurs de risque et des symptômes compatibles avec la COVID pour éviter qu'on les perde et qu'ils risquent de contaminer d'autres personnes. Donc, les besoins, c'était vraiment d'optimiser le temps infirmière. Ce qu'on voulait, c'est vraiment que l'infirmière n'ait pas à faire toutes les tâches cléricales. Puis ce qui prenait vraiment beaucoup de temps, c'était de prendre toutes les coordonnées, toutes les informations du patient. Donc, il fallait trouver une façon d'optimiser le temps infirmière, d'accélérer l'évaluation des demandes téléphoniques, puis sans mettre une charge supplémentaire parce que, honnêtement, le contexte était quand même très lourd auprès du personnel infirmier. Puis, il y avait le souci de faire tous les appels, mais c'était très, très, très lourd. Fait qu'on ne voulait pas en ajouter davantage. Fait qu'il fallait vraiment une solution facile. Et on voulait augmenter, évidemment, l'accès au dépistage. Alors, un samedi matin, à un moment donné, en prenant de la perspective sur la situation, avec ma co-gestionnaire, nos directeurs, directrices adjointes, là, il fallait vraiment trouver une solution. Puis, en fait, en faisant l'analyse de qu'est-ce qui prenait beaucoup de temps, c'était vraiment la complétion de toutes les données du patient et ensuite de voir s'il était éligible. Et les gens nous racontaient, hein, ils avaient peur, ils avaient voyagé. On connaissait toutes les histoires, mais on n'avait pas le temps de passer sur l'histoire au complet. Il fallait vraiment rester à nos questions, nos 5 questions clés, dans le fond. Et ce qu'on voulait, c'est d'être capable de dire, OK, lui est éligible, lui n'est pas éligible rapidement. Donc, en fait, on a fait un formulaire électronique en 24 heures et était disponible sur notre site web. Donc, les gens cochaient le type de dépistage. Le parent, chez lui, avec un téléphone intelligent, une tablette, un ordinateur, la technologie qu'il y avait sous la main, pouvait compléter un formulaire, remplir toute l'information. Ça permettait de pouvoir avoir toute l'information pour ouvrir un dossier, donner un rendez-vous, puis déjà de voir rapidement qui devait être dépisté ou non. Évidemment, malgré le formulaire électronique, vous voyez que le but, c'est pas que vous voyez toutes les petites. Je sais que c'est très petit, mais le but, c'était que vous voyez que le processus, malgré le formulaire, était déjà on l'avait déjà aminci, mais vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup d'étapes. Donc, complétion du formulaire, on le recevait dans une boîte courriel, l'imprimer, le traiter, l'écrire, le faxer. Fait que ça fait un processus qui était très long entre tous les intervenants. Et imaginez la copie qui se rendait au bout, là, était illisible. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un collègue qui fait de la programmation qui a dit « Pas de problème, je vais vous créer une plateforme où le formulaire arrivait dans la plateforme et ça a permis d'amincir le processus et tout se faisait instantanément. Donc, on voyait en un coup d'œil sur l'écran tous les formulaires à analyser, à évaluer. Et dès que l'infirmière appelait le patient, disait qu'il était éligible, dès qu'elle pesait sur envoyer, ça arrivait au rendez-vous pour qu'il donne un rendez-vous rapidement. Parce que nous, on avait opté pour une méthode avec rendez-vous pour éviter là, les effets de foule puis une contamination dans les foules. Là. Fait qu'on voulait vraiment, vous avez vu le service à l'auto, donc c'est vraiment principalement le service à l'auto qui a eu lieu. Donc, ça permettait de donner un rendez-vous et dépister les gens. Et avec cette plateforme-là, on a même pu ajouter la confirmation des résultats aussi. Donc, dès qu'on avait un résultat, on pouvait le transmettre avec la plateforme aux patients. Évidemment, ce que ça nous a permis, c'est d'avoir une solution qui était agile. Donc, le formulaire a vraiment de la version 1 à je ne sais pas combien on est rendu à la version, mais au fil des connaissances qui s'ajoutaient ou qu'on apprenait, ce formulaire-là a pu s'ajouter. Dernièrement, en janvier, on a ajouté la vaccination, par exemple. Donc, dès qu'il y avait des symptômes qu'on voyait qui apparaissaient, on les ajoutait au formulaire.
Donc, on a pu le faire vivre et en même temps, à un moment donné, il a fallu dépister les patients préopératoires, il a fallu dépister les pré-stages, les nouvelles embauches, en plus des gens qui présentaient des symptômes ou des facteurs de risque. Donc, ça nous a permis d'avoir une solution qui était agile, qui s'est adaptée à la situation cette année. Évidemment, on a réussi à faire une trajectoire entre la demande de dépistage et l'annonce du résultat à moins de 24 heures, ce qui était vraiment extraordinaire. Et hier, on a atteint notre 45 000 formulaires de dépistage qu'on a traités, que les infirmières ont traités. Et aujourd'hui, grâce à cette technologie-là, on a le même nombre d'infirmières que l'été passé, mais on a doublé nos activités. Donc, on est en mesure de traiter très rapidement les demandes de dépistage, de confirmer les résultats. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Dans les leçons apprises, évidemment, quand on a une crise, bien souvent, on se lance, on a une urgence d'agir, donc on se met les deux mains dans l'activité, puis on aide notre équipe au mieux. Et dans ce cas-ci, c'était vraiment là, de vraiment prendre la perspective, vraiment analyser qu'est-ce qui prend du temps, qu'est-ce qui doit améliorer, qu'est-ce qui pourrait être une solution innovante. Aussi, dans la gestion, bien, souvent, on a tendance à prendre des solutions qu'on connaît. Évidemment, ayant un chapeau de gestionnaire, mais un chapeau d'infirmière, c'est sûr qu'au niveau de l'informatisation, je n'avais pas toutes ces connaissances-là pour le mettre en place. Fait qu'évidemment, il faut aller chercher des alliés, des gens qui, eux, connaissent bien leur domaine pour être capables de mettre à profit leur expertise. Donc, ça nous a permis de mettre mon expertise infirmière de gestion et d'être capable d'aller chercher un programmeur et quelqu'un qui est capable de faire la page web et de créer un formulaire. Donc, il a fallu aller chercher des forces différentes, puis de vraiment aller chercher le besoin des équipes. Donc, il y avait l'équipe du CECA, il y avait l'équipe des rendez-vous, l'équipe de dépistage, l'admission, les archives médicales. Donc, c'est important d'aller chercher tous ces besoins-là de ces équipes-là pour construire un formulaire qui répondrait aux besoins et aux attentes de chacun et avoir une solution qui ferait gagner du temps pour chacune des équipes. Donc, évidemment, bon, comprendre le besoin, prendre la perspective, évaluer et connaître le processus. Donc, c'est important le fait d'avoir été au téléphone, d'avoir vu ce que les familles ou les CLSC nous posaient comme question, le fait de comprendre, d'avoir vu qu'est-ce qui se passait, ça m'a permis de prendre de la perspective puis vraiment de travailler en équipe, là, avec mon équipe, mais les autres équipes aussi. Ça nous a permis de revoir et amincir le processus, de travailler en équipe. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires que je n'avais pas eu la chance de rencontrer avant la pandémie. En même temps, c'est un travail, c'était la première fois qu'on travaillait tout l'hôpital sur le même projet. Parce que souvent, dans un hôpital, on a plusieurs projets et c'est extraordinaire. Mais cette fois-là, c'était la première fois où tout le monde avait la même priorité, le même projet, donc on pouvait aller chercher beaucoup plus d'efficacité puis soulever des montagnes. Alors, voilà. Alors, on a pu unir les forces, les connaissances de chacun, se faire confiance, puis oser l'innovation. Sincèrement, quand le matin, à 9 h, le matin, le samedi, puis qu'on était débordés, de penser faire un formulaire, il fallait vraiment y croire, puis il fallait vraiment que nos directeurs croient vraiment en ce qu'on voulait faire, puis dire « OK, c'est vrai, ça vous allez sauver du temps », puis sincèrement, ils nous ont fait confiance. On a osé l'innovation, même si les équipes étaient fatiguées et qu'un nouveau changement pouvait amener certaines craintes ou appréhensions. Tous ensemble, on s'est unis, on a osé, puis le formulaire a permis de traiter 45 000 demandes. Alors, on est vraiment très, très fiers. Alors, voilà, c'est notre tsunami au niveau de la COVID. Bravo et merci, parce que surfer comme ça sur une vague si grosse, c'est vraiment pas simple. Moi, j'ai une question sur les aspects, on va dire, logiciels ou informatiques, en tout cas. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais est-ce que vous avez utilisé des outils institutionnels où vous avez créé votre formulaire à partir d'outils grand public, si j'ose dire, des logiciels ou du matériel du commerce, ou c'est l'institution Sainte-Justine qui vous a permis de créer ces formulaires? Honnêtement, c'est vraiment ce qu'on a à Sainte-Justine qui nous a permis de le faire. Au départ, il fallait trouver une solution. On n'avait pas le temps d'aller voir
des compagnies, de faire un recensement de tout ce qui existait. Le but, c'était d'avoir quelque chose qui était efficient avec ce qui existait. Fait que l'idée, c'était de dire au départ, on pourrait faire un formulaire sur notre page web qui est accessible au grand public. Si on avait une icône, dépistage, les gens remplissent le champ. Quand ils payent sur envoyer, là, on savait qu'il existait une solution au niveau des boîtes courriel. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on est capable de le faire déposer dedans? Puis la réponse était oui, pas de problème. S'ils envoient, ça va déposer dans leur OK. Donc, nous, on est capable de l'imprimer, on est capable. Puis par la suite, après avoir travaillé avec le formulaire, après une semaine, on voyait vraiment que oui, il y avait de la perte de productivité. C'était vraiment l'impression, après ça, écrire, télécopier. Il y a toujours aussi, on dirait que des fois, le télécopieur, on n'est pas toujours sûr de la destination des formulaires. Donc, un collègue a dit, moi, j'ai quelque chose que je peux vous monter, puis on va faire tomber le formulaire dans une application, mais c'était des outils qu'on avait au niveau de l'organisation. Donc, il fallait juste qu'on connaisse bien la portée et la capacité de nos outils. Puis ça, c'est les gens des équipes au niveau des technologies et au niveau des communications qui ont pu nous aider puis nous accompagner là-dedans. Ce qui est extraordinaire à vous entendre, c'est finalement la confiance, notamment, j'imagine, de votre direction et des gens les uns envers les autres. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous dit moi j'ai une solution et globalement vous la prenez. Ça, je crois que c'est une vraie leçon, hein, parce que c'est vrai que des fois on se censure les uns les autres avec où on est censuré, peu importe, avec en dire ça on pourra jamais, ça on n'aura pas le droit. Là vous avez pris le droit et on vous l'a donné. Donc je trouve ça extraordinaire. Mais écoutez, moi, je vais toujours me souvenir du samedi matin là, où on a plein de directeurs, plein de gestionnaires, plein de personnels qui sont sur place. On ne s'est pas dit qu'on s'en venait. On fallait venir aider les équipes. Et quand t'es là, OK, t'es là. Puis nous, on faisait un déménagement. La semaine d'avant, on déménageait tous mes secteurs pour être capable d'ouvrir une unité COVID. Donc, on venait de vivre ce déménagement-là. La nouvelle emplacement, rapidement, n'avait pas suffisamment de place infirmière, donc on nous trouvait un autre endroit pour ouvrir une centrale. Donc, on est passé de 3 postes infirmières à 8 postes d'infirmières. Donc, on apprenait le jeudi qu'on déménageait le samedi matin. Et là, tout le monde était là, puis tout le monde entendait les téléphones, puis là, et vraiment, il fallait vraiment trouver une solution. Et c'est en jasant, puis tout le monde était mobilisé. Puis tout le monde était prêt à mettre cette énergie-là parce que tout le monde voulait aider. Il n'y a personne qui s'est caché. Tout le monde était vraiment au rendez-vous, puis tout le monde a mis la main à la pâte. Là. Et honnêtement, c'est grâce à toute cette mobilisation-là que, honnêtement, même si c'est une situation qui est très difficile, je pense qu'on en retire beaucoup de leçons de cette pandémie-là, puis ça va avoir amélioré les soins qu'on donnait différemment avant. On va avoir une portée beaucoup plus grande maintenant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde le chat. Non. Bien, c'est vrai que toutes ces sessions ont montré à quel point finalement les ressources de l'être humain sont quand même extraordinaires. Alors l'être humain soignant, c'était encore pire ou encore mieux. Mais alors est-ce que le soignant pédiatrique est encore mieux? Ça, c'est une version très très optimiste, mais clairement, je pense que cette crise nous a et continue de nous bouleverser tous dans nos vies, dans notre quotidien, mais il y a eu quand même aussi beaucoup de choses extraordinaires au sens premier du terme. Et bon, même si on est fatigué, même si on en a tous assez, il faudra qu'on se rappelle bien de ça, parce qu'on a fait des choses ensemble extraordinaires. En réseau, et là on voit même que partager ce réseau à travers l'Atlantique ou la Méditerranée, c'est aussi quelque chose de pas si simple. Donc on va conclure puisque c'est l'heure, mais merci beaucoup, merci à tous.
pour ces communications, pour ces échanges d'expériences qui sont extrêmement, extrêmement riches, extrêmement précieux. On vous souhaite une très bonne soirée ou journée en fonction du décalage horaire. Et on vous dit tous à très bientôt. Merci. Oui, au niveau